Et à ce sujet-là que nous allons consacrer ce débat et cet échange. Et je voudrais inviter à mes côtés, sous vos applaudissements aussi, M. Mohamed Ben Chekroun. Merci de me rejoindre. C'est Mohamed Ben Chekroun qui est un valeureux cadre et dirigeant du secteur industriel marocain et aussi le vice-président de la FCP. Pour modérer ce panel, je vous laisse, Mohamed, le plaisir de convier vos panélistes et je vous souhaite un agréable échange. J'invite nos panélistes à nous rejoindre. C'est Karim Amri, M. Mantrache, M. Yahya, M. Capdevieille. Salut-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et permettez-moi de vous souhaiter de nouveau la bienvenue au nom de la Fédération de la chimie parachimie dans cette quatrième édition du Forum international de la chimie. Avant d'introduire nos panélistes, je vais essayer déjà de parler du sujet. Alors le sujet d'aujourd'hui, le thème de notre panel est un thème, comme l'a évoqué Mounir Ferrem, qui est d'une importance très forte dans la politique et la stratégie marocaine. Il est d'une importance stratégique. Le thème est donc comment positionner le Maroc dans les flux mondiaux logistiques. Permettez-moi, en quelques mots, encore une fois, d'évoquer, ou de rappeler plutôt, puisque cela a été évoqué par les brillantes interventions de ce matin, de nos différents intervenants, que ce soit nos ministres, secrétaires d'État, notre président, M. Juillet et M. Liezami, qui nous ont réellement enrichis sur le sujet, mais pas uniquement, et sur tout ce qui l'entoure. Nous sommes, pour résumer, nous sommes dans une période très spéciale, dans le sens où aujourd'hui, en quelques mots ou en quelques points, nous avons une situation où la mondialisation est telle qu'un petit battement d'aile en Chine peut devenir un ouragan au Maroc. La mondialisation reconfigure les chaînes logistiques mondiales. Les crises que nous avons vécues, alors celle la plus récente qui a déjà été digérée, je pense, c'est celle du Covid. S'ensuit celle du détroit d'Ormuz. Les crises régionales reconfigurent les chaînes d'approvisionnement. Elles sont accompagnées bien sûr de tensions géopolitiques qui, elles, reconfigurent les politiques de localisation industrielle. Une transition énergétique qui est en train de s'accélérer à la lumière justement de ces tensions géopolitiques et de ces reconfigurations logistiques. Et, in fine, pour finir, une révolution industrielle qui s'annonce, qui est en marche, une révolution qui s'appelle intelligence artificielle, qui est en train de redessiner l'avenir de l'industrie et de l'économie mondiale. Alors, dans ce contexte, nous avons un Maroc qui dispose d'atouts évidents. Je ne vais pas tous les rappeler, mais bien entendu, une situation géographique idéale. Je ne vais pas tous les rappeler, mais bien entendu, une situation géographique idéale. Je ne vais pas tous les rappeler, mais bien entendu, une situation géographique idéale. Je ne vais pas tous les rappeler, mais bien entendu,
Qu'est-ce que je fais? Je continue les amis? Ouais. Qu'est-ce que je fais? Donc, une situation géographique qui est unique à proximité du détroit de Gibraltar, des infrastructures que nous aimerions croire de niveau international, des infrastructures que nous aimerions croire de niveau international, des infrastructures que nous aimerions croire de niveau international, des infrastructures que nous aimerions croire de niveau international. Très bien. Alors, une transition, un Maroc au cœur de la transition énergétique, avec notamment l'hydrogène vert, les projets d'hydrogène vert. Un Maroc au cœur de la transition énergétique, avec notamment l'hydrogène vert, les projets d'hydrogène vert. Un Maroc au cœur de la transition énergétique, avec... Donc, des infrastructures que nous aimerions croire de niveau international, et on va écouter nos panélistes sur le sujet bientôt. Et bien sûr, une stratégie long-termiste pilotée par une vision claire par Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste. Alors, l'idée est de répondre à la question: est-ce que les atouts du Maroc sont suffisants pour capter durablement, sur le court, moyen et long terme, les flux logistiques mondiaux? Alors, pour répondre à cette question, je vais proposer à nos panélistes un échange qui est structuré en trois temps. Le premier, d'abord, c'est de dresser une situation. Quelle est la situation actuelle au Maroc? Le deuxième, c'est quelles sont les limites aujourd'hui auxquelles nous faisons face en tant que pays, en tant que structure, en tant que réglementation. Et le troisième, comment pouvons-nous nous projeter dans le futur? Alors, je vais maintenant enchaîner en présentant nos panélistes. Je vais être bref. Volontairement, je les chargerai d'en dire un peu plus sur leurs diverses fonctions. Je vais commencer par M. Mantrache, qui est vice-président de la SMEX, président aussi du pôle logistique au sein de la SMEX, qui a été aussi également président de la Fédération mondiale du maritime, basée à Londres, et qui a une expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine de la logistique maritime. Monsieur Yahya est Business Development Manager au sein de Nador Westmed. Monsieur Yahya nous parlera de la vision de Nador Westmed et de son impact justement sur cette question. Il est en charge du développement des investissements industriels et logistiques au sein de Nador Westmed. Monsieur Emri est responsable de l'accompagnement stratégique et de la gouvernance et du pilotage de la performance d'un portefeuille de 12 établissements et entreprises publiques au sein de l'Agence nationale des gestions stratégiques des participations de l'État. Et M. Hugo Capdevieille est directeur de la verticale agribusiness chez Africa Global Logistics, AGL, où il développe des solutions logistiques et commerciales pour les chaînes de valeur agricole en Afrique. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Permettez-moi de leur souhaiter la bienvenue en votre nom, sous vos applaudissements. Donc on commence simplement. Où en est le Maroc aujourd'hui? Alors ma première question est en direction de M. Mantrache. Comment qualifieriez-vous la position du Maroc aujourd'hui? Hub, corridor ou simplement plateforme industrielle? Merci, Si Mohamed, mais tu me permets d'abord de féliciter la Fédération, son président et surtout sa structure permanente et le comité scientifique qui a veillé à la bonne préparation. Et en ce qui me concerne, j'étais très satisfait de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Félicitations encore une fois.
Aujourd'hui, lorsqu'on me pose la question, le Maroc est-il un hub, un corridor ou une plateforme industrielle? Ben, je réponds très clairement, le Maroc est désormais la combinaison stratégique des trois. Et c'est précisément ce qui fait sa force. Pendant longtemps, le royaume était perçu principalement comme un corridor naturel entre l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Mais regardons la réalité actuelle. Avec, à titre d'exemple, Tanger Med, premier port à conteneurs en Méditerranée et en Afrique, connecté à plus de 180 ports mondiaux et ayant dépassé les 11 millions de conteneurs en 2025. Avec sa zone, surtout avec sa zone logistico-industrielle qui a créé un nombre important d'emplois, nous ne sommes plus simplement dans une logique de passage, nous sommes dans une logique d'intégration industrielle et logistique mondiale. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le Maroc ne vend plus uniquement une position géographique. Beaucoup de pays ont une bonne géographie, mais tous ne réussissent pas à transformer cette géographie en écosystème économique intégré. Le Maroc, lui, y parvient, progressivement certes, grâce à une combinaison rare, infrastructures portuaires, moderne, zone industrielle intégrée, accord de libre-échange, stabilité politique et vision stratégique et montée en puissance industrielle. Quand on voit des groupes internationaux continuent à investir massivement à Tanger Med, à titre d'exemple, notamment dans l'automobile, l'électronique, la logistique ou les industries à forte valeur ajoutée. Cela montre bien que les investisseurs ne viennent plus seulement chercher un port, ils viennent chercher une plateforme de production et de distribution régionale. D'ailleurs, plus d'une vingtaine d'entreprises allemandes sont aujourd'hui implantées dans l'écosystème Tanger Med, avec plus de 3 milliards d'investissements et des milliers d'emplois créés. Cela confirme que le Maroc est désormais intégré dans les chaînes de valeur mondiales. Et les signaux les plus récents sont extrêmement révélateurs. Regardons par exemple l'intérêt croissant des groupes industriels chinois. Le groupe Ningbo Gaofa, spécialisé dans les systèmes de contrôle automobile intelligents et les équipements électroniques de sécurité, a décidé de faire du Maroc une véritable base industrielle destinée à l'export vers l'Europe et l'Afrique. Pourquoi ce choix? Parce que les grands industriels mondiaux recherchent aujourd'hui des plateformes plus proches des marchés, plus résilientes face aux tensions géopolitiques et capables surtout d'assurer une continuité dans les chaînes d'approvisionnement. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres groupes chinois spécialisés dans les alliages électroniques avancés, les composants pour véhicules électriques, les connecteurs électroniques et les semi-conducteurs déplacent également une partie de leur capacité industrielle vers le Maroc. Cela montre quelque chose de très important. Le Maroc n'est plus perçu uniquement comme une plateforme logistique, il devient progressivement une plateforme industrielle stratégique dans la nouvelle géographie mondiale des chaînes de valeur. Cet exemple de zone d'accélération industrielle sera dupliqué, voire amélioré avec le port de Nador West Med, qui est représenté sur ce panel, et de Safi Atlantique, où l'OCP s'installe lourdement en industrie lourde pour la transformation des engrais, et de Dakhla Atlantique demain. Mais ce qui rend cette question encore plus stratégique aujourd'hui, c'est le contexte géopolitique mondial. Regardons ce qui se passe actuellement. Les tensions autour de l'Iran, le détroit d'Ormuz, les perturbations en mer Rouge, la guerre en Ukraine et les difficultés en mer Noire redessinent complètement les routes commerciales mondiales. Les armateurs cherchent désormais des routes plus sûres,
plus résiliente et plus prévisible. Résultat, plusieurs grandes compagnies maritimes internationales ont commencé à contourner certaines zones de tension en passant davantage par l'Afrique et l'Atlantique. Et dans cette nouvelle configuration mondiale, Tangemet devient naturellement une plateforme alternative stratégique. Et ces crises géopolitiques aujourd'hui ont des conséquences qui vont bien au-delà de la logistique ou du commerce international. Elles impactent directement le quotidien des citoyens partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des tensions sur les routes maritimes, des guerres ou des perturbations énergétiques. Cela entraîne immédiatement une hausse des coûts de transport, de l'énergie, des matières premières et de la production industrielle. On le voit très clairement, l'inflation alimentaire, hausse des prix de l'énergie, réenchantissement des biens importés, augmentation des coûts de transport et pression sur les produits de consommation courante. Tout cela contribue à une véritable cherté de la vie mondiale. Le pouvoir d'achat est devenu une question centrale dans presque tous les pays. Et cela nous rappelle une chose essentielle. À quel point la supply chain mondiale est devenue stratégique et profondément liée à la stabilité économique et sociale. C'est justement dans ce contexte que le Maroc peut jouer un rôle majeur. Pourquoi? Parce qu'il offre aujourd'hui de la stabilité, de la connectivité et de la visibilité dans un monde devenu extrêmement incertain. Et demain, avec Nador, Westmed et Dakhla Atlantique, avec les investissements dans les corridors logistiques, avec bien entendu la digitalisation via Portnet, avec les ambitions dans l'hydrogène vert et les industries chimiques et batteries, le royaume peut aller encore plus loin dans la montée en gamme industrielle. Donc oui, le Maroc est un hub maritime, oui, c'est un corridor stratégique, mais surtout, il devient progressivement une véritable plateforme industrielle intégrée, capable de connecter les flux mondiaux à la création de valeur locale. Et à mon sens, c'est cela, la grande transformation du Maroc d'aujourd'hui, passer d'un pays de transit à un pays d'intégration industrielle et globale. Et je te remercie, Si Mohamed. Merci, Sidi Abdelaziz, pour ton intervention magistrale. Je reviendrai vers toi pour voir dans quel point cette vision est optimiste ou totalement vraie déjà, et en explorant bien entendu les limites et les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous en tant que pays dans cette logistique mondiale. Alors je passe la parole maintenant à M. Amri. Les investissements réalisés permettent-ils de positionner le Maroc comme acteur clé des flux mondiaux? Vous êtes au cœur de ces investissements. Donnez-nous votre vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sim Shkron. Tout d'abord, j'aimerais avant tout remercier les organisateurs pour l'excellence de l'événement et le niveau vraiment qui nous rassure sur l'intérêt et sur la valeur ajoutée que peuvent avoir ce type de rencontres justement pour animer la réflexion et encore une fois faire, comme on l'a dit tout à l'heure, que les atomes se rencontrent. Alors, très rapidement, moi j'ai un double défi. Le premier défi, c'est de pouvoir apporter de la valeur ajoutée après une intervention aussi brillante que celle de Simtrash. Déjà, en soi, c'est un premier défi. Le deuxième, c'est de capter l'attention de la salle après le déjeuner, et ça en soi, c'était un deuxième défi que j'ai aussi accepté de relever, du mieux que je le pourrais en tout cas. Alors, très rapidement, donc Karim Amri, moi je suis directeur au sein d'une entité que tout le monde ne connaît pas forcément dans la salle, qui est l'ANGSPE, et l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État. C'est une entité qui a été créée il y a 3 ans et qui a une mission aujourd'hui centrale puisqu'elle représente l'État actionnaire. Ça veut dire quoi? Que c'est en quelque sorte une holding qui représente l'État dans un certain nombre d'entreprises et d'établissements publics qui sont pour la plupart des établissements marchands.
Et donc aujourd'hui, en représentant le pôle infrastructure, transport et logistique, j'accompagne une douzaine d'entreprises, dont l'ONDA, la RAM, la SNTL et d'autres, Marsa Maroc et d'autres, dont on aura l'occasion de revenir dans le cadre de ma présentation. On les accompagne tout simplement en tant qu'administrateurs dans la définition de leur gouvernance, de leur stratégie et de leurs investissements. Et donc, c'est le lien direct avec votre question qui est de dire aujourd'hui, est-ce que les investissements qui sont opérés aujourd'hui par le Maroc sont suffisants pour le placer sur la carte mondiale? Alors déjà, je pense qu'il faut commencer par casser un dogme qui a souvent été de dire que la supply chain, c'est un coût qu'il faut optimiser. C'est totalement faux. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et ça, il faut que tous les opérateurs le comprennent, la supply chain, c'est un levier de souveraineté industrielle. Ce matin, dans les différents intervenants qui sont passés pour ouvrir cet événement, le mot souveraineté est revenu sous différentes formes, mais encore une fois, la supply chain est souvent un des leviers stratégiques pour justement s'assurer de cette souveraineté. Et quel que soit le chiffre de cette valeur qui est créée, 180, 190 ou 200 milliards, le nerf de la guerre, c'est d'avoir des infrastructures, des transporteurs et des logisticiens qui appuient le fait que cette marchandise puisse circuler d'un point A à un point B. Et donc c'est pour ça que le point névralgique des infrastructures, aujourd'hui, peut se poser sous différents plans. Mais j'aimerais simplement rappeler que l'actualité nous a rappelé qu'aujourd'hui, vous avez parlé effectivement du fait que la confiance est une vraie valeur ajoutée pour le Maroc. Les opérateurs au niveau mondial, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce n'est plus tant le nearshoring qui compte, mais c'est plutôt le friendshoring. Ça, c'est vraiment une notion nouvelle qui est en train de s'imposer. Ça veut dire qu'on a besoin de partenaires de confiance. Et pour bâtir la confiance, il faut avoir des infrastructures de classe mondiale, il n'y a pas de secret. Et donc peut-être pour illustrer un petit peu mon propos et rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez dit, Semtrash, aujourd'hui on a une infrastructure de référence, c'est le port de Tangemed. Mais Tangemed, avec ses 11 millions de EVP annuels, c'est une success story marocaine, mais qui est en train d'être en plus renforcée par, et je laisserai mon collègue en parler, Nador Westmed qui arrive aussi. C'est 5 millions d'EVP de plus. Ça va permettre de doubler la capacité de traitement des produits chimiques en termes d'import, export et de transbordement au Maroc. Donc déjà là, on est déjà sur un shift, ne serait-ce qu'avec un investissement qui va être mis en service d'ici la fin de l'année. Inch'Allah, on l'espère, et que ça va vraiment changer la donne au niveau des opérateurs et des exportateurs au niveau national. Mais avoir une infrastructure de qualité, ça ne peut fonctionner que si vous avez des opérateurs de qualité. Parce qu'on a parlé du coût, mais il y a aussi le temps de traitement qui compte dans la supply chain. Et pour ça, aujourd'hui, on a un vrai champion national, même si le terme, on le trouve parfois un peu galvaudé, mais Marsa Maroc, aujourd'hui, est un vrai partenaire de l'écosystème de la chimie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez une capacité à traiter avec une qualité qui est aujourd'hui aussi bien reconnue au niveau national qu'à l'international, puisque, et ça vous le savez si vous avez suivi l'actualité récente, Marsa Maroc, aujourd'hui, vous avez un acteur de la logistique qui s'exporte. Aujourd'hui, vous avez des ports en Afrique, notamment au Bénin et à Djibouti, qui sont opérés par Marsa Maroc. Et donc vous voyez le shift qui est en train de s'opérer par rapport à il y a une dizaine d'années où on disait que le Maroc devait rattraper les autres par rapport à sa logistique. Aujourd'hui, il commence à s'imposer dans l'échiquier mondial de la logistique. Il y a autre chose. Aujourd'hui, on a trop souvent regardé que vers le nord. Grâce à la vision de Sa Majesté qui est en train de se mettre en place, que Dieu l'assiste, on a aujourd'hui une vraie dorsale atlantique. On avait le port de Casa, mais vous le savez, l'État a mis 12 milliards pour développer un port qui est le port de Dakhla Atlantique, qui va reconfigurer les flux. Là où avant les opérateurs, et notamment dans le cas de la chimie, parachimie, vous étiez obligés parfois de remonter vers le nord pour votre production pour pouvoir l'exporter vers le sud, vous aurez une porte de sortie qui est Dakhla Atlantique, qui est en train de créer une nouvelle épine dorsale qui va aller s'ouvrir sur les pays du Sahel grâce à la vision, comme je l'ai dit, de l'initiative atlantique qui va offrir de nouveaux débouchés vers l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Mais ce n'est pas uniquement l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi les Amériques qui s'ouvrent grâce à Dakhla Atlantique. Donc là aussi, on aura un port à très fort tirant d'eau, donc avec des méthaniers, des grands conteneurs qui vont pouvoir passer au niveau du port de Dakhla, Inch'Allah, lorsqu'il sera lui aussi mis en service. Donc voilà deux infrastructures pour illustrer le propos. Mais l'infrastructure, ce n'est pas uniquement des ports et une infrastructure ferroviaire ou une infrastructure autoroutière performante, ça bien sûr que ça compte, mais il faut aussi qu'il y ait des écosystèmes. Là aussi, le mot a été retrouvé dans les différentes interventions de ce matin. Aujourd'hui, on a un écosystème de l'OCP qui permet de faire de l'intégration. Et c'est ça le game changer, en fait, dans la supply chain. C'est de pouvoir rapprocher des acteurs qui sont d'amont en aval
pour pouvoir créer de la valeur, que la transformation puisse se faire, que les mines de cobalt puissent être connectées aux acteurs chinois dont on parlait pour pouvoir faire des batteries, pour que le lithium puisse arriver, pour que le phosphate puisse arriver, et que les batteries LFP, les batteries haute performance demain, tous les acteurs le disent, s'il n'y a pas une bonne supply chain, vous pouvez les attirer dans un premier temps, mais vous ne pourrez pas les garder à long terme. Donc c'est très important, encore une fois, que l'intégration industrielle se fasse. Et puis, j'ai envie de dire, dans tout cet écosystème-là, donc on a un certain nombre d'entreprises publiques et privées qui agissent, le rôle d'une entité comme celle que je représente aujourd'hui, la NGSPE, c'est justement de veiller à ce qu'on ne se limite pas à gérer de l'infrastructure. Aujourd'hui, si on est juste dans la maintenance, dans des investissements qui sont juste captifs, on ne crée pas de la valeur. Et le shift sur lequel nous on s'attarde en tant qu'actionnaires des différentes entreprises dont je viens de parler, Marsa, l'ANP, TMSA, qui sont dans le giron de l'agence, c'est justement de passer à une autre mentalité et de se dire que l'infrastructure ne peut se créer que si elle apporte de la valeur ajoutée à son écosystème. Merci, c'est Amri, pour ces éclaircissements. Vous avez illustré en fait le principe de souveraineté qui a été mentionné ce matin notamment par M. Juillet. On est fort quand on est souverain. Et vous avez introduit effectivement le positionnement portuaire du Maroc comme un levier de souveraineté. Vous avez parlé également du friendshoring, vous avez parlé de Nador West Med et ce que ça va apporter comme maillon supplémentaire dans cette chaîne de valeur. Je voudrais donc faire cette transition avec M. Yahya, donner la parole à M. Yahya pour lui poser la question suivante. Quel rôle votre projet, celui de Nador West Med, est-il appelé à jouer dans ce positionnement? Comment est positionné Nador West Med? Quels sont les atouts supplémentaires qu'il offre par rapport aux autres infrastructures portuaires et quelle stratégie future voyez-vous pour ce port? Salam alaikum. Merci beaucoup, c'est Ben Chokron. Moi de même, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous avez nous offert pour justement échanger et partager avec vous quelques réflexions que le complexe industriel portuaire Nador West Med peut jouer dans le positionnement industriel, logistique et énergétique du Maroc. Permettez-moi également, avant de répondre à votre question, de rappeler que ce projet du complexe industriel portuaire s'inscrit dans la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant à arrimer notre économie nationale aux grandes chaînes de valeur mondiales et également à renforcer la position du Maroc en tant que hub énergétique, industriel et logistique au niveau mondial. Donc, pour répondre à votre question, Sibn Chokroun, vous savez, donc, les investisseurs, d'après mon expérience, ça fait maintenant 2 ans que je gère ce poste. Je suis un ingénieur de génie civil de formation, je suis sur le projet depuis le démarrage. Et d'après mon petite expérience que j'ai avec les investisseurs, lorsqu'ils font leur due diligence, ils ont principalement trois critères majeurs. D'abord la stabilité, qui est un point très très important sur tous les niveaux. Il y a l'emplacement géostratégique dont le Maroc est doté. Il y a la connectivité internationale du Maroc, parce que tout à l'heure, M. le Montage il l'a mentionné. Donc, le Maroc il a signé plusieurs accords de libre-échange avec plus de 55 pays, donc qui donnent accès à 1 milliard de consommateurs. Donc, ça, c'est les atouts offerts par le Maroc, et c'est ça qui draine de plus en plus des investissements. Donc, Nador West Med doit concrétiser ou doit transformer ces atouts en puissance industrielle. Parce que Nador West Med, comme vous savez, il est doté d'un emplacement géostratégique. On est à l'intersection des principales lignes maritimes qui lient les 4 coins du globe.
On est à moins de 120, entre 120 et 130 000 nautiques du 3 de Gibraltar, qui est considéré parmi les passages les plus dynamiques au niveau mondial. Chaque année, il passe plus de 120 000 navires, qui représentent à peu près 20% du trafic mondial maritime. Et également, il y a la proximité des marchés, surtout le marché européen, qui est considéré parmi les marchés les plus visés par les investisseurs. Donc tous ces atouts, donc on doit les concrétiser, transformer en puissance industrielle. Que le projet de Nador-Esmed, il ne faut pas le voir comme un simple port. On parle toujours d'un complexe industriel portuaire. Donc il y a deux composantes. C'est un projet intégré, doté d'une vision à très long terme. Il y a une infrastructure portuaire de très grande capacité, de classe mondiale. C'est une infrastructure portuaire polyvalente. On peut acheminer tout type de marchandises. Il y a des conteneurs de très grande capacité. Donc, on va démarrer, comme il a mentionné M. Hamid tout à l'heure, avec plus de 5 millions EVP. Mais il y a également tout ce qui est produits énergétiques, 25 millions de tonnes de produits énergétiques. Et il y a la fameuse plateforme de GNL de 5 BCM, 5 milliards de mètres cubes. Il y a d'autres terminaux, donc cargo général, il y a le roulier, il y a le vrac spécialisé. Donc c'est un projet, c'est une infrastructure portuaire polyvalente. Il y a également, comme je disais tout à l'heure, d'une vision à très long terme. Donc à terme, le port pourra traiter jusqu'à 18 millions de VP et jusqu'à 50 millions de tonnes de produits énergétiques. Donc c'est un port en termes de capacité très challenge. Et face à ça, il y a la zone d'activité économique, ce qu'on appelle zone d'activité économique. Elle aussi, il sera développé au fur et à mesure. Mais déjà, on a une réserve foncière considérable de 2000 hectares qui est adossée au port et qui est ouverte ce qu'on appelle au métier du monde du Maroc. Principalement, le port, on a identifié deux industries locomotives, à savoir les industries des énergies renouvelables et il y a l'écosystème automobile. Donc voilà, il y a également une grande zone qui est dédiée pour tout ce qui est activité logistique, mais vraiment on vise les activités à très forte valeur ajoutée qui va améliorer l'économie nationale. Il y a une grande zone qui est réservée pour le transbordement et le stockage des produits énergétiques. Donc voilà, donc c'est un projet intégré et sûrement il va renforcer la position du Maroc dans l'économie mondiale. Merci Sihia pour ces éclaircissements. Vous avez mentionné, vous avez posé la question que recherche l'investisseur quand il veut s'installer au sein d'un port. Vous avez parlé de stabilité, vous avez parlé d'emplacement géostratégique. C'est une très belle transition pour mon prochain panéliste qui, lui, dans ce panel, représente en fait le privé et l'investisseur type, je dirais, dans un port. Donc, je passe la parole à M. Capdevieille qui peut parler au nom de AGL et à travers AGL et l'expérience d'AGL, nous décrire ce que recherche justement cet investisseur privé. Donc ma question pour vous est comment le Maroc est-il perçu aujourd'hui par les acteurs économiques internationaux? Merci beaucoup, bonjour à tous et merci également à la Fondation de nous avoir invités. Je pense que c'est important de discuter aujourd'hui des flux et de comment le Maroc se positionne dans ces flux mondiaux. Donc merci à nouveau. Je parlerai au nom d'AGL, mais également au nom de MSC, qui est le premier armateur maritime qui nous a racheté maintenant il y a 4 ans, qui a plusieurs filiales sur le continent africain, bien sûr, mais également dans le monde entier. À peu près plus de 800 navires maritimes aujourd'hui comptabilisés au sein de leur flotte. AGL, juste pour vous faire un petit résumé historique également, Africa Global Logistics était l'ancien Bolloré Afrique, qui a été racheté depuis par MSC. On est aujourd'hui 23 000 personnes à travers l'Afrique.
On a 22 concessions portuaires, surtout en Afrique de l'Ouest, mais également en Afrique centrale et de plus en plus vers l'Afrique australe. Il s'avère qu'on a aussi 2 concessions portuaires en Asie, au Timor et à Patimban en Indonésie, où il y a aussi un mouvement de vouloir un peu regarder ce qui se passe en Asie. On est vraiment, je pense, des logisticiens, et c'est là où c'est intéressant de parler de ces flux-là, en tant qu'acteurs privés présents sur le terrain, comme au Maroc, où en fait on est plus de 300 aujourd'hui aussi au Maroc, avec une connaissance et une expertise précise dans la logistique exceptionnelle Projet Cargo avec Marine Maroc, qui est une de nos filiales, mais également avec South Marine Maroc, qui est plutôt positionné sur le transit et transport, avec des entrepôts, notamment cross-docking AGL Med à Tanger Med. Donc, c'est juste pour vous souligner un peu que nous, effectivement, on raisonne et on réfléchit Maroc, mais également dans son écosystème, qui est celui de l'Afrique, en lien avec le monde entier, vers et depuis le continent africain. Pour revenir à votre question, Mohamed, ce qui m'intéresse, moi, c'est en tant qu'opérateur international, mais aussi pour parler et entendre ce que nos clients nous disent également, les opérateurs internationaux pensent le Maroc aujourd'hui comme une véritable plateforme stratégique. Je pense que ça, c'est univoque pour tout le monde, stable, bien sûr, d'un point de vue politique, pro-business, mais également très compétitif. Et c'est ça qui nous intéresse. Je pense qu'il y a 4 points que je voudrais discuter avec vous. Il y a la partie Maroc aujourd'hui qui est vraiment positionnée comme un hub stratégique et industriel majeur. Et ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte puisqu'il est présent à la fois via Tanger Med, bien sûr, tout le monde en a parlé, et c'est une vraie success story marocaine avec plus de 11 millions de VP manutentionnés en 2025 et qui va continuer, mais également des routes, un réseau routier très structuré et qui permet de déplacer facilement les marchandises. Pour des logisticiens, pour travailler en Afrique, je vous avoue que c'est très important. On le voit dans d'autres pays et c'est quand même beaucoup plus compliqué. À travers Tanger Med, du coup, on a quand même cette appétence et cette connaissance du Maroc comme véritablement un maillon stratégique qui est utilisé par les grandes compagnies maritimes, dont MSC fait partie, qui l'utilisent comme pour du transbordement notamment, et qui fait du Maroc un lieu plus que dynamique pour nous. Et au-delà même de ces infrastructures qui existent aujourd'hui, c'est aussi tout l'écosystème qui a réussi à être créé autour. On parle de zones industrielles, de zones franches, de plateformes logistiques, d'usines exportatrices. Et c'est ça qui, nous, est important pour nous, parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins en logistique, en transport, en transit. Et c'est ces clients-là qui vont venir dans ces espaces qui vont vous permettre de continuer à vous développer. Et c'est ce qui nous intéresse, puisque c'est ces clients-là qu'on regarde. Ensuite, ce qui est intéressant à dire, je pense, c'est l'environnement stable qui rassure les investisseurs. C'est stable, je pense que la vision de Sa Majesté le Roi en dit long sur les acteurs privés, les acteurs publics qui sont tous mobilisés pour la réussite et le développement du Maroc. Et ça, c'est ce qui peut tout simplement que nous rassurer et qui, au contraire, nous permet d'aller encore plus loin. Il y a une visibilité réglementaire qui est bien présente. C'est un pays qui est très ouvert également aux investissements étrangers. On parle aujourd'hui de la France comme premier pays investisseur au Maroc, suivi des Émirats arabes unis. Il y a également, je crois, l'Espagne. Et tout ça, c'est au moins minimum 57% des IDE. Donc ça, c'est d'autant plus d'atouts et pour nous d'arguments pour devenir et être un acteur incontournable au Maroc. Enfin, on parle de ces infrastructures, on parle de la visibilité et de cette stabilité-là, mais il faut aussi parler de cette base industrielle qui est rigoureuse, qui est présente et qui est très compétitive, avec un système bancaire très performant. Il y a énormément de segments qui existent, qui sont tous plus ou moins rattachés à la chimie, à la parachimie, mais on peut parler de l'automobile, de l'aéronautique, de la partie énergie renouvelable, le textile, l'agroalimentaire, sans parler de l'agriculture, mais également tout ce qui concerne la pharmacie, où aujourd'hui,
au vu de l'impact qu'ils ont et de la réussite de grands groupes nationaux, mais également de PME nationales, qui vont faire venir de plus en plus d'acteurs internationaux, vont montrer que le Maroc, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une plateforme de distribution, mais c'est une vraie plateforme de production. Donc c'est ça qui nous intéresse, mais aussi une plateforme d'exportation. Et c'est en ça que le royaume devient d'autant plus prégnant dans ces flux mondiaux et africains qui nous intéressent. Et je dirais également que effectivement, la géographie, elle est tout de même importante, puisque le Maroc reste un pont naturel entre l'Europe et l'Afrique. Et pour nous, c'est intéressant, puisqu'on voit beaucoup de nos clients qui vont se positionner au Maroc pour pouvoir travailler et faire du business avec le continent africain, et qui partent vraiment du Maroc comme lieu incontournable pour aller, entre guillemets, chasser en meute et aller regarder ce qui se passe de l'autre côté du Sahara. Il y a également la vision de Sa Majesté le Roi. Je pense que tout le monde avait été assez bluffé par sa communication en 2017 lors d'un sommet à l'Union africaine où il avait parlé de l'Afrique comme sa maison, son continent. Et il y a une vraie vision d'intégration, de se dire il y a une coopération sud-sud qui devrait exister, une connectivité panafricaine qui devrait être de plus en plus présente. Et c'est sur celle-là que nous, on est d'autant plus intéressés de travailler dessus. Il y a énormément de projets qui sont en train de voir le jour, ou du moins qui sont déjà en discussion, mais qui sont dans le pipe. On pense également au gazoduc entre le Nigeria et le Maroc. Il y a également le corridor entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, qui fonctionne bien, mais avec la nouvelle autoroute qui va de Agadir jusqu'à Darla et qui continuera derrière en Mauritanie, forcément intéressant et va fluidifier d'autant plus les échanges. Et également, pour avoir vécu un petit moment en Côte d'Ivoire, de voir énormément d'acteurs marocains venir de plus en plus en Afrique de l'Ouest. Je pense notamment aux banques, à Tijari Wafa Bank, mais aussi la Banque Centrale Populaire, qui sont des acteurs vraiment très intéressants parce qu'ils vont financer à la fois les PME locales qui cherchent à exporter, mais également venir en aide à des PME locales africaines que nous accompagnons au jour le jour. Voilà, donc pour moi, Maroc, c'est vraiment une plateforme stratégique, stable et compétitive sur laquelle il faut continuer à travailler. Merci Hugo pour compléter le satisfecit du panel sur ce premier tour. Mais je pense qu'il n'y a pas de progrès sans remise en cause. Il faut absolument qu'on regarde aussi les fragilités. Et aussi que l'on regarde avec beaucoup de candeur et d'honnêteté aujourd'hui sur l'état des lieux. Bon, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur la plage au niveau de Casablanca. Vous vous rendez compte qu'il y a une congestion qui est juste énorme au niveau du port de Casablanca. Donc, j'aimerais que l'on parle avec autant de liberté et de et d'honnêteté, surtout sur la situation actuelle, et qu'on évoque aussi les réalités auxquelles nous faisons face pour pouvoir dégager des consensus au niveau des solutions sur la troisième partie du panel. Donc je passe donc au tour numéro 2 et je donne la parole à notre expert, M. Montresh, pour lui poser la question suivante. Quels sont les flux que le Maroc ne capte pas encore aujourd'hui? Il y a bien des flux qu'on ne capte pas. Vous avez parlé de faiblesse, et justement, je vais vous répondre avec une certaine franchise. Et effectivement, lorsqu'on analyse aujourd'hui les flux que le Maroc ne parvient pas encore à capter pleinement, il faut être lucide. Malgré les progrès extraordinaires réalisés ces dernières années, nous restons encore insuffisamment positionnés sur les segments les plus stratégiques et les plus rémunérateurs de la chaîne de valeur mondiale. Et c'est là toute la différence entre être un simple point de passage et devenir une véritable puissance industrielle intégrée.
Aujourd'hui, le Maroc capte très bien certains flux de production et d'assemblage, notamment dans l'automobile, dans l'aéronautique. Excusez-moi. Oui. Dans l'aéronautique ou le textile. Mais nous ne capturons pas encore suffisamment les fonctions à très forte valeur ajoutée. Je veux dire la conception, la recherche et développement. Si on parle des semi-conducteurs, la chimie fine, les matériaux critiques, les composants électroniques avancés, ou encore certaines étapes stratégiques des batteries. En réalité, nous assemblons encore davantage que nous concevons. Et dans l'économie mondiale actuelle, la vraie valeur se trouve justement dans la technologie, l'innovation et la maîtrise des intrants stratégiques. Prenons l'exemple du secteur chimique et de l'OCP qui est extrêmement révélateur. Oui, le Maroc demeure une puissance mondiale du phosphate et certains intrants stratégiques, comme le soufre, restent importés pour produire les fertilisants à plus haute valeur ajoutée. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Les tensions géopolitiques autour de l'Iran, du détroit d'Ormuz et du Golfe perturbent fortement les approvisionnements mondiaux en soufre. Mais l'OCP dispose de capacités de recherche, d'innovation et d'anticipation reconnues mondialement. Le groupe a développé au fil des années des centres de recherche et d'expertise de très haut niveau, capables justement d'anticiper les tensions sur les marchés, d'optimiser les formulations, d'améliorer les procédés industriels et d'adapter les chaînes d'approvisionnement lorsque les perturbations apparaissent. Dans un monde où les tensions géopolitiques peuvent affecter les matières premières, les coûts logistiques ou les disponibilités des intrants, cette capacité d'anticipation devient un avantage stratégique majeur. Et cela nous emmène à un sujet absolument central pour le Maroc, l'importance de la recherche et développement. Parce qu'au fond, la véritable souveraineté industrielle aujourd'hui ne se construit pas uniquement avec des infrastructures ou des usines. Elle se construit aussi dans des laboratoires, dans l'innovation et dans la capacité à produire la connaissance. Et c'est précisément là où le Maroc encore doit accélérer davantage. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons capter davantage de flux stratégiques, qu'il s'agisse de semi-conducteurs, des matériaux avancés, de la chimie de spécialité, des batteries et des technologies vertes, il faudrait concevoir, innover, développer nos propres compétences technologiques et créer davantage de propriété intellectuelle locale. Il y a également une autre fragilité importante, notre dépendance commerciale à certains marchés. Aujourd'hui, plus de 60%, et vous le savez, des exportations marocaines restent orientées vers l'Europe. Bien sûr, c'est un atout, grâce à la proximité géographique et aux accords de libre-échange, mais cela crée aussi une certaine vulnérabilité au cycle économique européen. La vraie question est donc, comment diversifier davantage nos corridors commerciaux vers l'Afrique, vers l'Atlantique, le Moyen-Orient ou l'Asie? Parce qu'aujourd'hui, la compétitivité ne dépend plus uniquement du coût. Elle dépend de la résilience, de la visibilité et de la rapidité des chaînes logistiques. Et à ce titre, ce n'est pas la peine de répondre à votre question, qu'est-ce qui se passe dans la congestion portuaire aujourd'hui au Maroc? Et sur le point, le Maroc doit encore accélérer. Fluidité multimodale, connectivité ferroviaire, digitalisation du commerce extérieur, automatisation des terminaux, intégration entre ports, zones industrielles et plateformes logistiques. Ce sont des leviers
absolument essentiel pour capter davantage de flux stratégiques. Donc la question pour le Maroc n'est plus simplement comment attirer les flux. La vraie question est comment transformer ces flux en valeur ajoutée locale, en innovation, en technologie et en souveraineté industrielle. Et à mon sens, c'est précisément là que se joue la prochaine étape du développement économique du Maroc. Voilà, je vous remercie. Merci, Si Abdelaziz. J'ai noté l'importance de l'innovation pour renforcer l'intégration industrielle, pour augmenter les flux, n'est-ce pas? À ce titre, je pense que c'est une jolie introduction aussi à ma prochaine question pour Si Amri. Au-delà des infrastructures, quels sont selon vous les freins à la compétitivité? Monsieur Abdelaziz a parlé de compétitivité, de cost killing, de fluidité, d'intermodalité, de connectivité entre les ports. Que pouvez-vous rajouter à cette réflexion dans votre domaine? Merci. Merci pour cette question, Sibn Chkron. Je pense que à votre première question, on a été clair. Aujourd'hui, le Maroc a des atouts indéniables. Ça, je pense que tous les experts vont s'accorder dessus. Maintenant, pour progresser, il faut aussi savoir faire face aux freins qui persistent et il faut savoir les surmonter. La supply chain, finalement, lorsqu'on la simplifie, c'est comme un triptyque. Vous avez 3 éléments qui sont essentiels. Vous avez le hardware, on a commencé à en parler, on a des très bons ports, c'est très bien. Mais vous avez aussi 2 autres volets, 2 autres piliers qui sont essentiels. C'est le soft, c'est-à-dire les process, les services. Et vous avez aussi ce qui fait le lien entre les 2 premiers, ce sont les hommes et les femmes qui font justement de la supply chain ce qu'elle est. Et autant, il y a un vieux dicton qui dit, si vous avez des bonnes routes, vous avez des très bons ports, vous allez pouvoir aller vite. Et si vous êtes défaillant sur les 2 autres piliers, vous ne pourriez pas aller loin. Et c'est ça le plus important, c'est qu'il faut que les 3 puissent être au même niveau. Alors maintenant, votre question, elle est très très large et c'est, à mon avis, un petit peu ambitieux de, en quelques minutes, pouvoir lister tous les freins qui se présentent face aux acteurs de la supply chain, mais j'ai envie de les tourner positivement, si vous voulez bien le permettre. Moi, je pense qu'il y a déjà un premier frein, c'est le shift qu'il faut avoir aujourd'hui par rapport au digital. Parce que M. Capdevieille, tout à l'heure, l'a exposé clairement, il l'a dit, effectivement, aujourd'hui, les acteurs qui sont performants, soit-ils industriels ou dans la logistique, c'est des acteurs qui ont réussi à intégrer de façon naturelle le shift technologique dans leur process. Et ça, force est de constater que aussi bien, et ça on peut se regarder dans le miroir et le dire, nous tous, dans la salle, on peut toujours se réveiller le matin et dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin dans ce domaine-là. Parce que les chiffres sont éloquents. Aujourd'hui, la performance logistique marocaine, elle stagne dans les classements internationaux, alors qu'il y a de l'investissement. Je viens de parler de Dakhla, on vient de parler de Nador West Med. On serait tenté de dire que chaque année, on grappille des places dans l'indice de performance logistique qui permet de classer les pays entre eux. Et pourtant, on ne progresse pas, parce que le hardware ne suffit pas. Et sur ce volet de digitalisation, ça, c'est encore une fois une responsabilité commune. Aujourd'hui, en tant que représentant de la RGSPE, évidemment qu'au quotidien, en tant qu'administrateur, et on accompagne toutes nos entreprises, que ce soit celle dont on a parlé tout à l'heure, Marsa, Portnet, que les acteurs ici présents connaissent bien, mais aussi TMSA, Nador West Med, on les pousse à la digitalisation, mais il faut que ça se fasse aussi du point de vue de l'écosystème et des opérateurs privés. Il y a un chiffre qui est marquant, 180 000. 180 000 emplois au niveau des acteurs de la chimie et de la parachimie. Tous les matins, je pense que les acteurs industriels doivent se poser la question, comment est-ce que mes ressources sont mieux armées pour utiliser ces nouveaux outils? On a parlé ce matin de la robotisation dans les entrepôts, on a parlé de la digitalisation des flux, on a parlé de l'automatisation. L'administration, elle a aussi son rôle à jouer. Lorsque Portnet, chaque année, vous le voyez en tant qu'opérateur, il progresse, il y a encore du long chemin à faire, mais ça a été un facilitateur. Tout est perfectible, mais la digitalisation est un vrai accélérateur de création de valeur, et il faut que les acteurs de la supply chain le comprennent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, qui me paraît être autant un frein qu'une menace, c'est la décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, avec la mise en place du mécanisme d'ajustement aux frontières, vous le vivez au quotidien, vous, en tant qu'opérateur, mais l'administration en a aussi conscience, évidemment,
si on n'arrive pas à exporter de la valeur ajoutée décarbonée, on va perdre des parts de marché. On peut avoir le meilleur produit si on ne l'a pas conçu avec un bon mix énergétique, si on n'a pas réussi à le transporter de façon décarbonée, ça ne sert à rien. Or, là aussi, je le dis et j'assume la responsabilité parce qu'on a aussi l'ONCF dans notre périmètre, il y a encore beaucoup de choses à faire pour la massification des flux. Je vous donne un chiffre là aussi, peut-être qui va être rajouté dans la data de la fédération, et peut-être qu'elle l'a elle aussi, mais selon différents experts, les produits chimiques qui sont transportés aujourd'hui par rail au Maroc, c'est à peu près 3 millions et demi de tonnes dans les meilleures années. Et bien, selon les experts eux-mêmes, ils nous disent que le potentiel captable, c'est plutôt autour de 12 millions de tonnes qui peuvent transiter par le rail plutôt que de transiter par la route. Et donc vous voyez qu'on est dans un rapport x4. Et ça veut dire que là aussi, il y a une responsabilité commune, aussi bien de la part des opérateurs, du plus petit au plus grand, que de l'opérateur ferroviaire, qui est dans le giron de l'agence. Il faut qu'on prenne ensemble cette responsabilité parce que c'est ce qui va permettre de réduire de façon drastique le coût du carbone. Le coût du transport à travers le coût carbone du transport. Et dernier point, j'ai envie de dire, c'est le troisième levier, ou en tout cas le troisième frein, je pense qu'il va falloir agir, c'est les zones logistiques. Aujourd'hui, on l'a dit, il faut que le territoire soit mieux innervé pour que justement on rapproche les producteurs de ceux qui les transportent, de ceux qui entreposent. Et ça, aujourd'hui, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il y a un maillon de la logistique et de l'immobilier logistique sur lequel on est très très défaillant, c'est la logistique urbaine. Aujourd'hui, on a beaucoup des unités industrielles dans la chimie qui sont qui sont dans des grands centres urbains, et malheureusement, ils payent énormément le dernier kilomètre. Et ça, là aussi, il faut qu'il y ait des réflexions, il faut qu'il y ait une responsabilité commune pour s'assurer que, justement, on arrive à avoir une meilleure innervation, une meilleure capillarité de notre logistique. Donc, par rapport à tout ça, donc là j'ai pris 3 points pour les illustrer, il y en a évidemment d'autres, mais ça permet de mettre le doigt sur 3 batailles, 3 enjeux. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai envie de les tourner positivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites justement pour contourner ces difficultés. Mais au niveau de l'agence, par exemple, on vient de lancer récemment une étude sur les synergies logistiques entre les EEP, les entreprises et établissements publics du périmètre, et les acteurs privés. Et donc certains dans la salle, je les salue et je les remercie, ont déjà répondu positivement à nos demandes de rendez-vous et d'entretien. On essaie de faire en sorte que la SNTL soit mieux au service des opérateurs de la chimie, que l'OCP et l'ONCF travaillent mieux avec leur écosystème, avec les PME qui les alimentent, etc., etc. Donc ça, il y a des initiatives qui sont lancées, il y a des investissements qui sont lancés, mais la bataille, on est vraiment confiant sur le fait qu'on va pouvoir la remporter. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous avez faits. Très enrichissant. J'ai noté le chiffre digital, la décarbonation et la massification des flux, notamment ferroviaires et routiers. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers M. Yahya. Comment, je demanderai en fait, à tous nos panélistes d'accélérer un petit peu leur intervention pour faire le plus court et le plus succinct possible. Comment éviter que Nador Westmed soit simplement juste une capacité supplémentaire? Est-ce qu'on parle simplement d'un dédoublement de Tangemed ou est-ce qu'on parle d'une caractérisation spécifique au niveau de Nador Westmed? Merci Sébastien pour cette question. C'est vrai, le vrai challenge auquel fait face les plateformes portuaires, c'est comment se différencier par rapport aux autres plateformes, parce qu'il y en a beaucoup qui présentent des grandes capacités, mais il faut toujours chercher quels sont les avantages concurrentiels qui peuvent vous différencier par rapport aux autres. Pour Nador Westmed, je peux les résumer en 3 ou 4. D'abord, ce que je considère comme un avantage unique pour Nador Westmed, c'est qu'il y a cette possibilité de mettre en place ce qu'on appelle les waterfront factories. Parce qu'on a une zone industrielle adossée au port. Donc, door to door, on parle de moins de 5 km. Donc, c'est un avantage très compétitif, parce que ça réduit énormément les coûts de logistique, le temps de transport, et assure la chaîne d'approvisionnement pour les industriels, ou il sécurise la chaîne d'approvisionnement.
Donc il y a cet avantage que je considère unique par Nador Westmed. Donc il y a cette possibilité de mettre en place des usines, ce qu'on appelle des usines à pied dans l'eau. Le deuxième point qui peut nous différencier, c'est le capital humain. Donc, vous savez, le Maroc il dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive et jeune. Et récemment, on a instauré un nouveau projet, ce qui est les nouvelles plateformes, nouveaux centres de formation, savoir la cité d'imité de compétences. Et on a instauré dans chaque région une cité justement pour former les jeunes. Et pour la région de l'Oriental, le choix a été au niveau de la ville de Nador, justement, et ça reste une exception, justement pour accompagner et rendre le complexe plus compétitif. Parce que c'est parmi les points auxquels à chaque fois les investisseurs ils viennent, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Donc on a cette systémique de compétences dans la ville de Nador à moins de 30 km du port et qui forme annuellement plus de 3000 lauréats. Donc, et ils ont l'avantage de proposer ce qu'on appelle des plans de formation d'ad hoc. Donc, à la demande des investisseurs, ils peuvent proposer des plans de formation. Le troisième point, c'est que Nador Westmed, on a opté pour le même modèle que Coton Gemed, c'est le guichet unique, justement pour faciliter toutes les procédures administratives. Donc, Nador Westmed est la double casquette, il est l'autorité portuaire et le gestionnaire de la zone. Donc, tout ce qui concerne les autorisations de construire, les autorisations d'exploitation sont offertes par Nador Westmed. Et également, je pense, même les plateformes, un autre point qui vient à l'esprit, c'est les plateformes qui sont compétitifs à l'échelle mondiale, c'est qu'ils essayent d'assurer une synergie entre les industriels, les fournisseurs, l'upstream et les logisticiens et la main-d'œuvre. Donc, si on arrive à assurer une synergie entre ces quatre éléments, donc on peut être plus compétitif. Merci, Yahya. J'ai noté la notion de Waterfall Factory. Je pense que c'est une notion qui mérite d'être exploitée conjointement justement avec les acteurs de la Fédération de la chimie parachimie, et de voir un petit peu comment on peut s'intégrer à ce nouveau port. Et la disponibilité de main-d'œuvre qualifiée autour de Nador qui puisse contribuer justement à la compétitivité de ce port. Ma dernière question sur ce deuxième tour s'adresse donc à M. Capdevieille. Très concrètement et rapidement, qu'est-ce qui freine aujourd'hui un client logistique? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, aujourd'hui de certains flux qui évitent le Maroc pour une raison ou pour une autre? Merci beaucoup, et je vais essayer d'être concis. Je vais vous parler en tant que logisticien local, national, mais également en tant qu'acteur panafricain, parce que c'est important pour nous de montrer qu'on est vraiment un acteur intégré au sein du continent africain. Je ne suis pas sûr qu'on puisse éviter le Maroc, pour être honnête avec vous, même s'il y a effectivement quelques challenges qu'il faut encore réussir à développer et qui sont sur la bonne voie, je pense. Mais quand on parlait tout à l'heure, par exemple, on parlait des coûts logistiques aujourd'hui et administratifs qui sont toujours présents et qui sont à améliorer. Je pense par exemple aux coûts portuaires qui sont très élevés, même si Tanger Med aujourd'hui est le premier port africain et méditerranéen. Les délais douaniers également, qui je pense en termes qui peuvent être améliorés. Je pense par exemple au passage scanner, etc., où il y a quand même pas mal de congestion. Et puis on l'a dit, en fait, Tanger Med est devenu une telle success story que 11 millions de VP à gérer, c'est beaucoup. Donc je pense que les projets avec Nador West Africa, Wedmed et Darla sont les bienvenus et vont pouvoir, je ne sais pas si ça va améliorer, mais du moins vont proposer des nouvelles cadences
une productivité qui sera peut-être différente, des équipements modernes, techniques, électroniques, et qui vont apprendre sûrement du meilleur, c'est-à-dire de Tangemed pour le Maroc, tout en mettant en compétition, mais de façon plutôt saine. Je pense que c'est des acteurs qui se connaissent, des acteurs qui vont se développer et qui vont surtout inclure le Maroc dans les flux maritimes mondiaux. Je pense aussi qu'un des challenges sur lesquels nous et le Maroc peut faire également des efforts, c'est la connectivité intra-africaine. Aujourd'hui, Tangemed n'est pas forcément bien relié au reste du continent africain. Pour donner un exemple, Maroc, Gabon, aujourd'hui, je pense qu'il faut compter plus de 60 jours avec un transbordement au Togo. Donc c'est juste plus possible aujourd'hui au vu du développement du Maroc, mais ce n'est pas que la faute du Maroc et de Tangemed, c'est aussi les lignes maritimes avec qui on doit travailler, que ce soit MSC, CMA, APAC, les autres. Mais MSC, c'est un vrai sujet sur lequel ils sont en train de se battre. Et ayant dit ça, je pense que du coup, aujourd'hui, ça manque encore de fluidité. C'est très coûteux, parce que je ne vous parle pas du prix non plus. Complexe et long, mais on peut mieux faire. Et il y a une vraie dynamique autour de ça, notamment autour des produits de la chimie et de la parachimie, sur lesquels on peut proposer des solutions logistiques adéquates, plus fluides, et qui vont pouvoir se développer par la suite. Et mon dernier point, c'est plutôt au niveau du défi, aux règles générales, de la supply chain de bout en bout. Quelles sont les solutions logistiques qu'on peut proposer au départ du Maroc et arriver Afrique ou Europe, ou peu importe d'ailleurs le pays de destination. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé des ports, Nador, Tangemed, Darla et potentiellement le reste qui va aussi se développer. Mais il y a aussi toute l'intégration logistique au sein du pays, des entrepôts de qualité, de classe mondiale, comme l'avait dit l'un des participants. Il va y avoir également une supply chain peut-être plus fluide, des solutions digitales de qualité, avec une IA qui est de plus en plus prégnante aussi, et avec laquelle il va falloir travailler. Nous, c'est pour ça que notamment en Côte d'Ivoire, on a créé un incubateur qui s'appelle Yeri, où on essaye de développer avec des startups panafricaines, donc pas forcément que présentes en Afrique de l'Ouest, des solutions de plus en plus digitales qui vont pouvoir aider à la fois nos services, mais également servir nos clients à terme, à la fois sur la gestion des entrepôts, à la fois sur la fluidité des transports, et savoir où est la marchandise, où elle se situe, et quand est-ce qu'elle va être délivrée. Et au-delà de ça, je pense que même le challenge de la supply chain, de proposer des solutions de bout en bout, c'est avant tout là où AGL aujourd'hui a son épingle de jeu à tirer, parce qu'on est certes présent aujourd'hui sur 8 sites, mais on est aussi beaucoup en discussion, et on suit bien sûr le programme de l'Agence marocaine de développement et de la logistique, qui a un programme de 12 zones logistiques d'ici 2030 sur lesquelles on veut se positionner, on veut se renforcer, et qui permettra à ces challenges de s'améliorer d'une certaine façon. Merci Hugo. Donc, pour résumer ce deuxième tour, sous l'angle de vue d'un privé, en fait, les grands jalons de l'infrastructure sont là. Et l'amélioration se joue sur l'exécution et la fluidité. Et par conséquent la compétitivité des ports. Vous avez parlé de la supply chain, des entrepôts, de l'intégration logistique, de la connectivité intra-africaine qui manque encore. Maintenant, je passe en fait au troisième tour. On a parlé de ce qui manque. Quelle est la vision future? Comment voyons-nous l'avenir? Donc, la parole à Abdelaziz, que je demanderai d'être aussi court que possible sur cette troisième et dernière question. Avec cette question, ça va être difficile d'être court. Oui, si Mohamed, moi, je fais tout pour vous faire plaisir. Je sais. Alors, donc, la troisième question, alors, comment voyez-vous que le Maroc peut capter davantage de valeur et pas seulement du transit? Alors, pour capter davantage de valeur, il y a plusieurs leviers. Le premier levier est donc l'industrialisation des flux. Il faudrait qu'on ait la logique et l'approche que chaque conteneur, chaque matière première, chaque corridor logistique qui doit devenir
une opportunité de transformation locale. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire développer davantage la chimie de spécialité, les matériaux avancés, les composants automobiles et électroniques, les batteries, l'électrochimie, les industries vertes ou encore l'hydrogène vert. Aujourd'hui, le Maroc est déjà très bien positionné dans l'automobile et l'aéronautique. Mais demain, l'enjeu sera d'intégrer encore plus de composants produits localement pour monter dans la chaîne de valeur mondiale. Mais pour réussir cela, il faut appuyer sur certains leviers d'accélérateur de l'économie marocaine. Parmi ces leviers, il y a une condition absolument fondamentale et à laquelle on n'a pas du tout abordé, le capital humain. Parce qu'au fond, il faut le reconnaître, les infrastructures seules ne suffisent pas. On peut avoir les meilleurs ports, les meilleures zones industrielles et les meilleures connexions logistiques. Si nous n'avons pas les compétences adaptées, nous ne capterons jamais les segments les plus sophistiqués de la chaîne de valeur. Ça, il faut le reconnaître. La vraie question aujourd'hui est donc, le Maroc dispose-t-il des compétences nécessaires pour soutenir une supply chain compétitive, digitale et industrielle de nouvelle génération? Parce que la supply chain de demain ne sera plus uniquement opérationnelle. Elle sera surtout technologique, analytique, automatisée, digitale et profondément intégrée. Nous aurons besoin donc d'ingénieurs supply chain, de spécialistes data, de profils capables de piloter l'intelligence artificielle appliquée à plusieurs domaines, y compris la logistique, de techniciens spécialisés dans l'automatisation, et ça a été abordé ce matin, l'automatisation industrielle, la maintenance avancée et surtout la cybersécurité des infrastructures logistiques ou encore les standards environnementaux internationaux. Il faut davantage de formation en alternance, plus de laboratoires appliqués, davantage de recherche collaborative avec les industriels et surtout une capacité permanente à mettre à niveau le personnel déjà en activité face aux transformations technologiques. Parce qu'un opérateur logistique aujourd'hui devra gérer demain des systèmes automatisés, des plateformes digitales, et ça a été précisé par C. Karim, et des outils prédictifs en temps réel. La formation continue devient donc un enjeu stratégique majeur. Et si vous permettez, Si Mohamed, le deuxième levier, parce que j'en ai trois, absolument essentiel, c'est la digitalisation, et ça a été aussi abordé par C. Karim, du commerce extérieur. Et là, il faut le dire très clairement, la digitalisation n'est plus un luxe, elle devient une condition de compétitivité. Pourquoi? Parce qu'elle apporte quelque chose d'extrêmement important, d'avoir plus de transparence, plus de fluidité et davantage de simplicité dans les procédures. Et ça, on en a beaucoup besoin en tant qu'exportateur. On a besoin de facilitation de procédures aux frontières. Alors, fluidité davantage et simplicité dans les procédures. Concrètement, la digitalisation du commerce extérieur permet de fluidifier les échanges d'informations, de réduire les coûts et les délais, parce que l'exportateur, pour être compétitif dans les marchés étrangers, il n'a pas besoin de payer un cent de magasinage ni de surestarie. Or, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Alors, donc, aujourd'hui, grâce au suivi en temps réel, aux technologies de la blockchain et à l'intégration avec des plateformes comme Portnet, la traçabilité devient un véritable facteur de sécurité, de transparence et de performance. Un exportateur veut aujourd'hui savoir exactement où se trouve sa marchandise, quand elle arrivera, quels sont les risques éventuels et comment anticiper les perturbations. C'est cela, la supply chain moderne. Et justement, si le Maroc veut capter davantage d'industries, de transformation et davantage d'exportation,
à forte valeur ajoutée, il y a un troisième levier incontournable, la décarbonation industrielle énergétique. Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Parce que les marchés internationaux, notamment européens, imposent désormais des exigences environnementales extrêmement fortes. Demain, exporter ne sera plus uniquement une question de coût ou de qualité. Ça sera aussi une question d'empreinte carbone. Les industries de transformation qui réussissent seront celles qui produisent de manière plus propre, plus durable et plus conforme aux standards internationaux. Cela signifie que le Maroc doit accélérer la décarbonation et ses industries exportatrices, notamment la chimie. Je vous remercie. Alors, d'abord, je vous remercie pour vos interventions qui sont très pertinentes et très enrichissantes. Ça, c'est la première des choses. Et je tiens à promettre à l'audience que ces messieurs n'ont pas communiqué sur les sujets avant de se voir aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent dans les conclusions. Abdelaziz a parlé de la valeur ajoutée, de la valeur du capital humain. C'est des choses qui ont été reprises par Si Amri. La digitalisation et l'importance de la digitalisation dans l'accélération en fait, du traitement logistique. Aussi quelque chose qui a été couvert par M. Hugo. Et la décarbonation dont on a déjà parlé. Donc on se retrouve finalement aux mêmes conclusions et quel que soit l'angle de vue, quel que soit l'angle d'approche de la problématique. C'est très intéressant comme constat. Je passe la parole à M. Amri. Quels arbitrages prioritaires pour les prochaines années voyez-vous? Merci, Sim Shkron. Alors, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un passionné de cinéma. Et il y a le film qui a eu l'Oscar du meilleur film cette année, c'est Une bataille après l'autre. Et finalement, en entendant les différentes interventions, on a l'impression qu'il y a tellement de batailles à mener que le titre s'applique parfaitement au sujet de la supply chain. Mais en vérité, il n'y a qu'une seule vraie bataille à mener. C'est de faire comprendre à tout un chacun, avec sa fonction, avec sa responsabilité, que la vieille bataille historique de la logistique qui était le coût par rapport à la vitesse, aujourd'hui, c'est une bataille qui est complètement révolue. Aujourd'hui, c'est une bataille entre la résilience et l'obsolescence. Le mot verdissement a été utilisé à plusieurs reprises. Le mot hydrogène vert, on a entendu du vert pendant toute la matinée, on a encore à plusieurs reprises utilisé ce terme. Mais pour gagner cette bataille de la résilience de la supply chain, il n'y a pas de secret. Il faut qu'on ait de la multimodalité et de la connectivité. C'est pour ça que lorsque j'ai dit qu'aujourd'hui on est bien doté en zone logistique, là on parle du quanti, et il faut parler du quali. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait une infrastructure qui va coûter, comme je l'ai dit tout à l'heure, 13 milliards de dirhams, qui est le port d'Dakhla, aujourd'hui on a l'intelligence de planifier une zone industrielle de plusieurs centaines d'hectares autour de Dakhla et autour du port. Parce que c'est ça qui vous fait gagner cette bataille de la résilience. Quand vous faites un port comme le port de Nador West Med, aujourd'hui l'oriental, on a mis une autoroute qui va jusqu'à Oujda, on est en train de faire l'autoroute Grsif-Nador, on est en train de faire la connectivité ferroviaire de Nador West Med. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter ce qui se passe aujourd'hui à Casa, qu'il est congestionné, que vous avez des poids lourds qui font toute la desserte nord et qui remplissent aujourd'hui et qui cassent tout l'effort qui a été fait en termes d'investissement parce que vous n'arrivez pas à exporter votre matière, votre molécule à temps. Et qu'un jour passé à attendre votre tour pour pouvoir exporter, vous avez les surestaris, vous avez des coûts et vous n'êtes plus performant en termes de logistique. Donc, encore une fois, tout l'effort de réflexion doit se faire dans la planification en amont. On ne construit pas une infrastructure logistique sans réfléchir à son hinterland. Et ça, malheureusement, le terme, on ne l'a pas encore utilisé aujourd'hui, c'est un terme clé, c'est l'arrière-pays. Vous, en tant qu'opérateur, vous gagnez de l'argent lorsque vous avez la possibilité d'être proche de votre point d'importation ou de votre point d'exportation. Et encore une fois, proche de façon qualitative. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de massification. Vous ne gagnez pas simplement avec l'autoroute, vous gagnez aussi avec du rail. Et enfin, pour rester dans ce troisième défi que vous m'avez fixé, qui est maintenant de la concision, j'en terminerai tout simplement par un mot d'optimisme, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de ce que fait la NGSPE avec les 57 entreprises qui font partie de son giron, dans l'OCP, dans la SNTL, Marsa, je ne vais pas toutes les citer évidemment, mais
on a aujourd'hui doté le pays de quelque chose de nouveau et qui pour moi est là aussi un vrai game changer, c'est une politique actionnariale de l'État. Donc tous ces EEP avec qui vous travaillez au quotidien, qui vous font vos autoroutes, qui vous font, alhamdoulilah, aujourd'hui des voies ferrées, qui vous permettent d'exporter, qui vous donnent des infrastructures portuaires, aujourd'hui, à vous, acteurs de l'écosystème de la chimie et de la parachimie, aujourd'hui, ce qui les réunit, c'est une vraie politique avec des orientations stratégiques et des objectifs chiffrés qui permettent d'atteindre ces objectifs. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui feront demain que la logistique va être durable et que la logistique va être résiliente au service de la performance. Merci, Si Amri, de rappeler l'importance de la connectivité, de l'amont logistique, l'amont interland, comme vous avez exprimé, et de mentionner qu'aujourd'hui, l'État agit en acteur semi-privé, en fait. Et donc, les critères d'investissement sont des critères logiques et à rentabilité renforcée. On a parlé beaucoup d'énergie. Yahya, comment vous positionnez-vous? Comment Nator Westmed se positionne au niveau des flux énergétiques? Merci beaucoup, je pour cette question que je considère pertinente. Parce que vous savez, le port de Nator Westmed, au début, était conçu comme un hub énergétique, mais par la suite, on a changé le plan de masse et on a intégré la partie transbordement de conteneurs. Pour répondre à votre question, donc, le volet énergie, il est très intéressant au niveau du port Nator Westmed. D'abord, en termes des industries qu'on a visées, c'est toutes les industries qui sont liées aux énergies renouvelables. D'ailleurs, il y a déjà un opérateur avec son écosystème qui est en train de s'installer dans la région. Et il y a l'opérateur chinois qui fabrique des pales d'éolien. Et il y a tout l'écosystème, son upstream qui est en train de s'installer. Donc, voilà, donc on s'est déjà positionné pour capter ces industries, parce qu'on sait tout à l'heure, M. Montachi l'a mentionné, la question de décarbonation et la question de la transition énergétique, c'est une opportunité. Donc on sait dès le début qu'il y a une opportunité à capter dans ces industries. C'est pour ça qu'il y avait cette vision de définir ce volet comme industrie locomotive. Deuxième point, c'est qu'on a réservé un grand terrain pour le développement de l'hydrogène vert. Il y a plus de 160 hectares pour le développement de l'hydrogène vert et des produits dérivés. Parce que pour produire de l'hydrogène vert, il faut quatre composantes. Nous disposons de 3. Il y a une réserve foncière importante. Il y a l'accès direct à l'eau pour les électrolyseurs. Il y a une infrastructure portuaire pour l'export des produits dérivés. Et il reste maintenant la partie électrone, mais je pense avec l'autoroute d'électricité, on peut fournir cette électricité pour justement rendre ce projet possible dans le port de Nator Westmed. Mais juste pour dire que déjà, on a réservé un terrain qui est très, en termes de proximité, il est adossé au port et on peut rien, il est réservé que pour cette industrie. Et il y a le volet troisième point pour clôturer cette question. C'est dernièrement, on va doter le port avec une plateforme d'importation et de regasification de GNL qui reste une source moins fossile et qui va assurer la transition entre les sources qui sont plus polluantes vers les énergies renouvelables. Donc il sera la première plateforme de ce genre au niveau national et qui reste un sujet très souverain pour le Royaume parce qu'il va permettre de connecter cette plateforme au réseau national de gazoducs pour justement alimenter les centrales thermiques qui fonctionnent au gaz. Mais pas seulement ça, il va permettre de proposer ou d'offrir aux investisseurs, aux industriels, une autre source de fuel en attendant le développement l'hydrogène vert prochainement on parle récemment d'acier vert, de ciment vert. Donc il y a ce genre de projet qui se manifeste à chaque fois.
Donc voilà, donc, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Merci, il y a de belles opportunités en vue, c'est vraiment très, très intéressant. Ma dernière question est pour Hugo Capdeveille. Quelle est l'opportunité réelle Maroc, Europe, Afrique? Comment la voyez-vous? Juste tout d'abord, j'aimerais rebondir sur l'intervention de M. Mantrache sur les talents de demain, et je pense que vous avez raison sur pas mal d'aspects. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec l'école polytechnique de Yamoussoukro pour former les nouvelles générations sur des métiers logistiques dont on va avoir besoin, dont on a besoin d'ailleurs aujourd'hui, mais demain également. Je pense qu'on serait prêt également à faire le même travail aujourd'hui avec l'université Mohamed VI Polytechnique, par exemple, pour comprendre aujourd'hui les besoins que l'on a au niveau de la logistique, mais également les besoins qu'on aura demain, avec une technologie de plus en plus prégnante sur lesquelles on pourra travailler ensemble. Et je pense que le AGL Maroc se prête tout à fait à cet exercice-là, qui, je pense, sera intéressant. J'aimerais aussi souligner que le Maroc, pour nous, n'est pas seulement une porte d'entrée vers l'Afrique, mais c'est vraiment une plateforme régionale, voire continentale, avec une logistique, une industrie qui est celle du Maroc, on en parle encore, de la chimie, de la parachimie, qui est vraiment essentielle, et une distribution qui sont intégrées au service des chaînes de valeur mondiales et africaines. Ça, je pense que c'est important de le ressouligner. Il y a des dispositions aujourd'hui en vigueur, des cadres réglementaires qui accueillent des investissements de groupes internationaux comme celui d'MSC et nous d'AGL en local. On a parlé de Nador Westmed, on a parlé d'Arla et de tous les projets de développement qu'il va y avoir sur lesquels AGL est prêt à s'impliquer. On a parlé aussi de l'AMDL et des projets, des 12 projets qu'ils ont logistiques d'ici 2030. Et surtout, au vu du développement de ce secteur qui va exploser dans les années à suivre, ça va forcément créer de nouveaux besoins sur lesquels la logistique est essentielle, à la fois pour la partie exportatrice, mais également pour la production locale et la distribution mondiale, africaine, peu importe le continent qui sera touché. On en a parlé aussi, mais je pense que c'est essentiel pour une projection de ce que va être le Maroc demain. Au vu de la reconfiguration des flux mondiaux, je pense que le Maroc aujourd'hui a un vrai atout sur lequel il doit capitaliser. Il y a les tensions géopolitiques, effectivement, dans le détroit d'Ormuz. Il y a des disruptions maritimes, et on le voit avec le prix du fuel qui augmente, et du coup des surestaries, et pour toutes les activités exportatrices, ça devient compliqué. Il y a aussi... Donc, en fait, je pense qu'à ce niveau-là, les opérateurs internationaux aujourd'hui qui sont au Maroc, ou même des acteurs marocains, pour ne citer que OCP par exemple, sont en voie de changer leur mindset et de se dire qu'au niveau de leur approvisionnement, ils sont obligés de se diversifier. Ils sont obligés de se diversifier, et c'est là où je pense que le Maroc a une véritable opportunité à saisir, et surtout être en main et prendre son destin en main. Parce qu'il a tous les atouts pour réussir là-dessus. On parlait de l'OCP tout à l'heure, notamment sur l'approvisionnement en ammoniac, mais également du soufre, qui viennent surtout de la partie Moyen-Orient, qui a été quand même pas mal bouleversée ces derniers temps. On pourrait trouver des diversifications à la fois à travers des centres d'innovation, comme vous l'avez souligné, M. Lantrache, mais également d'autres zones dans lesquelles s'approvisionner et aussi aller plus loin. Aujourd'hui, Sa Majesté le Roi avait bien expliqué que le développement du Maroc se faisait aussi à travers le développement de l'Afrique. Qu'en est-il de commencer aussi à industrialiser l'Afrique sur ces sujets engrais qui sont plus qu'important pour à la fois la sécurité alimentaire, mais aussi pour l'exportation de matières premières agricoles qui sont de plus en plus essentielles. Donc pourquoi pas travailler sur des entrepôts dédiés qui font du blending, du bagging sur des hubs africains, en partant bien sûr du Maroc. Et pour terminer mon propos, moi j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui AGL, conjointement avec le groupe MSC, on est prêt à investir pour le développement du Maroc, on y croit fermement. Et notamment parce que son intégration est plus qu'importante pour nous au niveau du continent africain. Merci. Merci les amis, merci à nos panélistes. On a couvert énormément de questions et de sujets. Je ne sais pas si...
directement. Ok. Ok, parfait. Ben, écoutez, encore merci à nos panélistes et on se met debout pour la photo. Président.